des collègues et des amis, nous avons l'immense plaisir d'avoir parmi nous le professeur Ali Makhlouf, qui était anciennement professeur à l'Université de Paris-Est Créteil et qui est actuellement professeur à l'Université Mohamed VI, l'Université Mohamed VI Polytechnique de Ben Grir, qui se trouve à côté de Marrakech. Il est également le directeur du Centre d'études africaines nouvellement créé. C'est lui qui va tout mettre en place en fait, justement pour la direction et la mise en place des programmes de recherche et de formation donc, au sein de ce centre, donc le Centre d'études africaines. M. Makhlouf a été anciennement membre de l'Institut universitaire de France. Il a été également membre puis vice-président du Conseil consultatif national d'éthique, et ce pendant 8 ans. Encore aussi des titres, il est membre de l'Académie royale du Maroc depuis plusieurs années et membre de l'Académie nationale de pharmacie en France, n'est-ce pas? C'est en France, depuis plusieurs années également. Ali Makhlouf, pour décrire rapidement son parcours, a commencé par des travaux sur la logique et les philosophes de la tradition anglo-saxonne. Il a travaillé sur Frege, Wittgenstein et Russell. Ensuite, il est entré par la porte de la logique dans, disons, l'univers des philosophes arabes, dont il n'est pas encore vraiment sorti. Hein. Il est toujours dans la philosophie arabe aussi. Il continue à travailler sur Al-Farabi, sur Averroès, sur Ibn Khaldun. Et il a fait de nombreux travaux très intéressants qui sont devenus en fait des classiques, des traductions de Farabi dans un ouvrage qui s'appelle Philosophie à Bagdad, par exemple, donc pas mal de travaux. Ensuite, il s'est intéressé, peut-être en même temps, depuis quelques années, je ne sais pas exactement, mais il va peut-être nous le dire pendant la conférence, il s'est intéressé à un auteur, Montaigne, qui l'accompagne depuis peut-être longtemps. Et donc, c'est un auteur de la Renaissance, c'est un grand classique pour ceux qui connaissent et s'intéressent aux belles lettres et à la philosophie. Pour faire son éloge comme il se doit, parce que pour l'instant je n'ai pas encore fait d'éloge, pour faire son éloge comme il se doit, je dirais que Ali Makhlouf, qui a une longue carrière derrière lui, mais qui n'est pas encore terminée, vous l'avez compris, est en quelque sorte un universitaire, un chercheur qui réalise l'idéal de l'homme universel. L'idéal de l'homme universel, justement, qui a été forgé à l'époque de la Renaissance avec, entre autres, Montaigne. Il réalise également l'idéal de ce que les Arabes, à Bagdad ou à Cordoue, ont appelé l'adib, c'est-à-dire l'homme qui maîtrise les humanités et qui s'intéresse à plusieurs domaines du savoir, avec bien sûr l'érudition requise d'un côté et la capacité de transmettre son savoir à un public divers d'un autre côté. Pour terminer cette présentation rapide et vous donner sans trop tarder la parole, je dirais aussi qu'il a à peu près une vingtaine d'ouvrages, peut-être plus, qui sont déjà publiés, parmi lesquels je mentionnerai un classique sur Frege, aux éditions du CUF, un classique sur Averroès, aux belles lettres, un autre classique aussi sur Montaigne, aux belles lettres également. Récemment, il a réédité un ouvrage qui est devenu une référence chez Albin Michel qui s'appelle « Pourquoi lire les philosophes arabes ?» Enfin, il vient de sortir l'ouvrage qu'il va présenter ce soir et qui s'intitule « L'humanité des autres », également publié chez Albin Michel. Donc ce soir, on a vraiment le plaisir de l'avoir parmi nous. Merci beaucoup, cher Ali, d'être là. Et je précise aussi que demain, on a saisi l'occasion de sa présence au Koweït, parce que demain, en fait, il fait une conférence à Dar al-Islamiyya justement sur les philosophes arabes en anglais. Donc, moi j'y serai, mais si ça vous intéresse, bien sûr, vous serez également les bienvenus. À la même heure. À la même heure, exactement, à 19h. Donc, je te cède la parole pour 45 minutes et après, on aura un débat avec la salle. Merci beaucoup. Peut-être n'aurais-je pas besoin de micro, ça va? Si vous préférez? Je ne sais pas. Oui? Non? Ça va? Je crois que ma voix porte assez. Bon. Merci beaucoup, Makram Albès, pour ta présentation. Merci pour ton invitation. Tu places la barre haut. Je ne sais pas si
effectivement, je mérite tout ce que tu as dit. Ça, merci beaucoup. Je suis très heureux d'être parmi vous, pour vous présenter cet ouvrage, L'humanité des autres. Il est vrai que c'est un ouvrage, c'est le second ouvrage que je publie sur Montaigne, et qui est Montaigne, j'allais dire un prétexte, non, mais c'est de nourrir des perspectives anthropologiques à partir de Montaigne. Et donc c'est au-delà de Montaigne. Montaigne disait qu'il fallait parler aux vivants, et donc essayer de voir quand même toute l'actualité de Montaigne aussi aujourd'hui. Donc je vais commencer ce propos. Le Montaigne que je présente aujourd'hui, c'est un Montaigne complètement engagé dans la description de son monde et faisant aussi une anthropologie de sa propre culture. Aujourd'hui, c'est quelque chose de très en vogue de pouvoir faire l'ethnographie du proche, mais Montaigne pensait que véritablement les exemples domestiques pourraient être mis au miroir de ce qu'il apprenait du monde et de ce nouveau monde qu'on appelait donc le nouveau monde, je mets entre guillemets, que lui appelait souvent l'autre monde. Surtout ne dites pas aux Brésiliens, aux Mexicains que c'est un nouveau monde. Il est nouveau pour les Européens qui l'ont découvert, mais c'est un ancien monde, bien évidemment. Ces pays, bien évidemment, sont décrits par rapport à la colonisation à laquelle Montaigne assiste quasiment de son temps, et en même temps, et c'est intéressant, et ça c'est une thématique nouvelle, enfin toujours actuelle, mise en place par le Martiniquais Aimé Césaire, c'est que la colonisation, c'est une façon d'indiquer l'ensauvagement du colonisateur. Et je pense que cette thématique est très très importante puisque Montaigne décrit le comportement des Européens dans ces pays comme le Mexique, le Brésil notamment, et il montre précisément que n'est pas sauvage celui qu'on croit. Tout près de lui, il y a une autre diversité culturelle, comme j'ai intitulé mon ouvrage L'humanité des autres, précisément amérindiens, turcs, africains. Les Turcs sont très présents en Europe au XVIe siècle, bien évidemment, et j'ai toujours été très étonné que les lectures et les lecteurs de Montaigne n'aient pas tellement mis accent sur le fait que, quand on ouvre les essais de Montaigne, les Turcs sont à toutes les pages. Les Turcs sont en Europe centrale, ils mènent des guerres que Montaigne assimile à celles, pardon pour l'orthographe, à celles que menaient les Romains. Ça c'est très très important parce que souvent on dit les Turcs sont des barbares dans leur guerre, mais alors dans ce cas-là, s'ils sont barbares, il faut se résoudre à dire que les Romains l'étaient tout autant et cesser d'avoir cette vision éthérée des Romains, réduite à une culture dite humaniste. On prend des Romains la culture humaniste et puis les Turcs on les rejette en disant que c'est des barbares. Je reviendrai sur la similitude entre les Romains et les barbares, entre les Romains et les Turcs dans un instant. Là aussi, Montaigne rompt avec la dépréciation générale sur les Turcs. À l'époque, c'était véritablement il y avait ce que j'appelle la dilatation de l'ennemi. Aussi bien la République de Venise que l'Empire de Charles Quint avaient été dans une bataille assimilée à une croisade contre les Turcs, mais la France n'y prenait pas part parce que François Ier avait été très déçu que le pape ait choisi de nommer Charles Quint empereur et pas lui. Et donc cette douche froide reçue par François Ier a poussé François Ier à s'allier avec les Turcs contre les Espagnols et contre la République de Venise. Moi qui habitais Nice pendant 8 ans, à un moment où j'étais professeur là-bas, il y a une rue Lépante. Nice appartenait précisément à l'Italie, et donc la bataille de Lépante, c'était la bataille où l'Empire espagnol et la République de Venise avaient pris leur revanche contre les Turcs. C'était une bataille gagnée contre les Turcs. Nulle part en France, vous n'avez pas une rue de Lépante, parce que la France était du côté des Turcs. Mais comme Nice était une ville italienne, il y a une rue de Lépante. Vous voyez, il trouverait difficilement une rue de Lépante ailleurs en France qu'à Nice. Je me suis rendu compte que bien souvent en philosophie, il est facile de parler de l'autre, et on ne parle pas des autres qu'il faut rencontrer. Des autres dans leur diversité,
aussi bien pour des thématiques importantes comme l'hospitalité ou la reconnaissance. On ne peut pas se gargariser de l'autre avec grand A, avec petit a, et de l'altérité. Je préfère aux notions d'altérité les notions de diversité. Et d'ailleurs, l'altérité ne fait pas partie du vocabulaire de Montaigne. Les mots qui font partie de son vocabulaire sont, comme vous le voyez, la diversité, la différence, la dissemblance, la contrariété au sens de ce qui est véritablement contrasté, mais pas l'altérité. L'altérité donne véritablement trop de, j'allais dire, oui, de confort, j'allais dire même plus de mauvaise foi, de pseudo-bonne foi, à une conscience qui se constitue souveraine, dispensatrice du sens, dit bon, ben, je vois les autres, et puis je suis en quelque sorte dans ma souveraineté condescendante. Alors ça, précisément, quand vous rencontrez les autres et que vous ne construisez pas un autre cérébral, les choses se passent différemment. Donc il ne s'agit ni d'intellectualiser, ni de psychologiser l'autre, mais d'aller résolument vers les autres. Et donc dans ce livre, j'ai beaucoup insisté sur sa rencontre avec les Amérindiens. Il en rencontre il rencontre dans la cour de Charles IX, et il interroge aussi beaucoup de matelots à Bordeaux qui lui rapportent des faits et des modes de vie des Amérindiens, des Tupinambas notamment. Les Turcs, j'en ai parlé, j'en reparlerai. Des Marocains, il y a un magnifique essai, l'essai du livre 2, chapitre 21, contre la fainéantise autour de la figure du Saadien, Abdelmalik, qu'il appelle Moulay Mouloud, qui est véritablement élevé au niveau d'un héros stoïcien. C'est autour de la bataille des Trois Rois, une bataille très très connue, que Montaigne décrit au moment où personne ne la décrivait, et surtout pas les Portugais qui ont été battus au Maroc. Et pendant 20 ans, de 1578, où il y a eu cette bataille des Trois Rois, jusqu'au 1600, les Portugais étaient complètement traumatisés par la perte de cette bataille, et ils n'en parlaient pas. Ce qui fait que quand Montaigne en parle dans les essais, il rompt un tabou très important. Il évoque les autres, je disais, en énumérant leurs différences jusqu'au vertige. Vous avez véritablement l'énumération comme méthode, pas l'explication, pas même la description, mais l'énumération. Et vous avez, quand vous énumérez, la méthode n'est jamais exhaustive et vous permettez comme ça de ne pas, comment dirais-je, vous mettre à justifier telle ou telle pratique. Les coutumes vont être énumérées pour éviter d'en justifier l'une ou l'autre. Donc c'est en deçà même de la description, en deçà de l'explication, une façon d'énumérer. C'est quelque chose que beaucoup de spécialistes de Montaigne, comme André Tournon, sur quoi ils ont mis l'accent. Pour ça, je dis énumérer les différences jusqu'au vertige, pour étaler le plus possible les règles qui président à la vie des personnes, démontrant bien plus vêtus de leur peau. Ça, c'est un enjeu très important, parce que l'une des façons de labelliser l'autre comme sauvage est de dire qu'il est nu, et Montaigne considère que la peau est un vêtement. C'est quelque chose de très très contemporain, si je puis dire. Donc je l'ai mis entre guillemets, c'est son expression, chantant, dansant, combattant, mangeant, interpellant, promettant, et non pas des produits sortis de son esprit. Le sauvage cérébral ou le sauvage idéal, je les ai mis entre guillemets. Sauvage idéal, c'est une expression qu'utilise mon collègue, professeur au Collège de France, François-Xavier Fauvel, qui a la chaire d'Afrique et d'archéologie au Collège de France, qui dit que les Hottentots et les sauvages des philosophes français, notamment chez Rousseau et Voltaire et Diderot, c'est véritablement un sauvage idéal qu'ils n'ont jamais rencontré et qui n'a jamais existé. Et le sauvage cérébral, je l'ai mis entre guillemets également, c'est une expression de Clifford Geertz, critique de Lévi-Strauss, disant que Lévi-Strauss aussi a totalement intellectualisé le sauvage qu'il a rencontré, et dans l'Iquara, dont il parle dans Triste Tropique. Les autres sont décrits dans leur manière diverse de vivre, et non pas
tels qu'on peut se les représenter. J'ai aussi voulu restituer un Montaigne qui nous parlerait aujourd'hui, c'est ce que j'ai commencé par dire tout à l'heure, et justement ne pas le prendre dans ce que toutes les anthologies des livres de seconde, première, terminale nous indiquent, c'est le début de la culture humaniste, c'est l'humanisme, etc. Et c'est une vision avec une illusion rétrospective. Il ne s'agit pas, comme on le constate souvent, de conforter une conscience occidentale qui serait née avec lui, et on considère que l'Europe a alors inventé l'humanisme, et avec lui la critique, la liberté, la démocratie, et que l'humanisme par conséquent est né en Europe. Ça, c'est une vue de l'esprit que je suis évertué à dénoncer. Il y a de l'humanisme dans toutes les cultures, et notamment Macron avait fait un très très bel article pour un recueil pour l'UNESCO autour de l'ADEB, où véritablement on voit que tous les critères de ce que l'on appelle l'humanisme sont présents. Il s'agit de dénoncer, donc chez Montaigne, l'hégémonie des contrées européennes comme l'Espagne, le Portugal et la France. La France a essayé de coloniser le Brésil, ça n'a pas marché trop, mais de 1550 à 1561, 6 ans, il y a eu ce qu'on appelle la France antarctique de Villegagnon. Villegagnon était dépêché par le roi précisément français pour cela, mais comme il a exporté là-bas la guerre entre les catholiques et les protestants, au lieu d'entrer dans la baie de Rio, ils sont restés dans leur petit campement et à se battre entre eux et à s'entretuer. Et les Portugais les ont chassés très vite. Et Montaigne parle justement, c'est véritablement une expression forte, de la colonisation comme d'une boucherie universelle. C'est dans le chapitre 6 du livre 3 des Essais, des Coches. Si humanisme il y a, il ne peut se prévaloir ni de la bonne conscience hégémonique de ceux qui prétendent imposer leur culture aux autres, bien évidemment, ni de la pratique prédatrice de ceux, souvent les mêmes, qui ont été pillés les pays en Amérique et en Afrique du XVIe au XXe siècle. Je suis très étonné que dans la dénonciation de la colonisation qui a eu lieu en Afrique au XIXe et au XXe siècle, on n'utilise pas tellement le Montaigne et on le garde complètement comme s'il était confiné dans les questions amérindiennes, alors que sa méthodologie s'applique aussi à cela. Et d'ailleurs, pointe pour l'Afrique chez lui une critique forte des Portugais qui se sont avancés imprudemment, c'est son adverbe, imprudemment au Maroc au XVIe siècle, et ça a donné lieu à cette bataille des Trois Rois, où il y a eu 17 000 Portugais ou tués au combat ou pris en otage. On dit qu'il n'y avait pas de famille au Maroc qui n'avait pas son esclave portugais. C'est quelque chose d'incroyable, on n'imagine pas ce qui s'est passé durant cette guerre, cette bataille des Trois Rois. Le philosophe bordelais, donc Montaigne, bien inscrit dans son siècle, a cependant une manière singulière d'instruire les questions relatives au rapport des hommes entre eux et à la nature, ni prérogative de l'homme dans le règne des créatures. Donc là, c'est quelque chose de très nouveau. Il y avait toute une métaphysique qui consistait à dire que l'homme est milieu entre Dieu et les animaux et les végétaux. Il refuse cette prérogative, ni supériorité d'une culture sur une autre. Cela va de même, c'est-à-dire la réhabilitation de l'intelligence animale va de pair avec précisément aussi une façon de ne reconnaître une prérogative d'aucune culture. À cela s'ajoute une dénonciation radicale du colonialisme et l'élaboration de moyens méthodologiques pour penser ce que Aimé Césaire appelle l'humanisme à la mesure du monde, ou encore Lévi-Strauss, l'humanisme à la mesure de l'humanité. Ils ont eu la même expression à peu près au même moment, dans les années 50, aussi bien Lévi-Strauss que Aimé Césaire. Non pas un humanisme étriqué, c'est encore une expression de Lévi-Strauss, étriqué à la Renaissance européenne, mais un humanisme à la mesure du monde, ça reste toujours un immense projet aujourd'hui. Emerson, qui était un grand lecteur de Montaigne, grand philosophe du XIXe siècle aux États-Unis, avait mis l'accent sur un point très important
comment, quand on parle de la civilisation, c'est toujours de manière polémique avec des négations. Certains ont, d'autres n'ont pas. Dans notre embarras, permettez-moi de lire toute la citation d'Emerson, dans notre embarras à définir ce qu'est une civilisation, nous essayons de le faire en général par des négations. Nous qualifions de barbares une nation qui ignore les habits, le métal, l'alphabet, les arts de la paix et la pensée abstraite. Et quand elles ont inventé ou importé bien des choses, comme l'ont fait les nations turques et mortes, il y a souvent quelques complaisances à les dire civilisées. Dire, bon, ben, tiens, ils ont les mêmes choses que nous, c'est-à-dire que les autres civilisations, du point de vue de cet humanisme étriqué, sont considérées comme des illustrations ou des vérifications d'un modèle élaboré en Europe, et non pas des différences qui, elles aussi, dans leur diversité, ont inventé une autre manière de promouvoir et de montrer les relations humaines. Montaigne, alors c'est Franck Lestringant, quelqu'un que j'estime beaucoup, qui était professeur à la Sorbonne, dit que donc Lestringant parle d'une formule négative lui aussi pour parler des cannibales qui n'ont, et c'est vrai, Montaigne dit ni lettres, ni poids, ni mesure, ni vêtements, ni blé, ni vigne, mais Lestringant dit il y a là une dimension primitiviste sous-jacente. Moi, je ne le crois pas. Je ne crois pas qu'il y ait du tout de primitivisme sous-jacent chez Montaigne, mais parce que toutes ces négations, plutôt que de les considérer comme des privations, Montaigne les considère comme des positivités. C'est-à-dire ne pas avoir de lettres, mais avoir des chants et des poésies, ne pas avoir de poids, de mesure, de vêtements, ne pas avoir de vêtements, mais on est vêtu de sa peau, ne pas avoir de blé ni de vigne, on évite beaucoup de procès, et donc véritablement, et ça rompt complètement aussi avec toute une conception aristotélicienne de la notion de privation. La privation n'est pas, je ne suis pas privé de ce que j'aurais dû avoir, elle n'a pas un caractère normatif, les privations sont des privations positives. Je n'ai pas, mais j'ai autre chose. Norbert Elias, dont je vais parler tout à l'heure, disait qu'il a été au Ghana, et il disait, je ne comprends pas comment ils font sans l'électricité. Et puis ça a été une grande critique de lui dire, mais peut-être essayer de voir comment ils font tout juste. Ils n'ont pas l'électricité, mais ils ont quelque chose d'autre qui fait qu'ils ont une vie pérenne. Donc aller chercher chez l'autre ce qu'il n'a pas, c'est effectivement un grand problème, et c'est véritablement pas en ce sens que Montaigne utilise ces négations-là. Ce sont des privations positives pour lui. Moi j'ai opéré une critique véritablement radicale de toute notion de primitivisme. La modernité, je la mets également entre guillemets, on ne la met pas assez entre guillemets, a souvent servi de disqualification de ce qui ne fait pas elle. On parle alors de société prémoderne ou primitive. D'ailleurs, vous verrez, le langage a un petit peu changé. Alors, on disait société primitive, maintenant on dit société primitive entre guillemets, ou on dit société prémoderne, comme si la modernité devait véritablement être un étalon de mesure, et comme si le progrès scientifique était un étalon de mesure. Moi j'ai beaucoup travaillé sur un philosophe que tout à l'heure Macron a cité, Wittgenstein. Il a dit faire du progrès scientifique un étalon de mesure d'une société, c'est succomber à une très grande métaphysique. Et il considérait que les philosophes ont épousé une métaphysique sous-jacente qui était de considérer que le progrès scientifique était véritablement la règle. On considère alors que la civilisation dite moderne est celle qui a fait du progrès sa forme, et tous les autres doivent s'aligner. À partir de là, elle s'institue comme modèle universel selon le principe de l'hégémonie qui veut que du soi particulier, on puisse dériver de l'universel, lui donnant ainsi les formes d'un universel hégémonique. C'est toujours une culture particulière qui se dit précisément universelle en essayant de s'universaliser. Moi, je me méfie beaucoup de l'universel. Vraiment, Deleuze disait c'est un concept squelettique. Je crois vraiment que c'est un concept squelettique, dans tous les cas idéologiques, ça c'est sûr. La notion de primitivité, quand elle est associée à la sauvagerie, se retourne contre ceux qui l'utilisent. Je parlais tout à l'heure de l'ensauvagement du colonisateur chez Césaire, que ce soit sur le terrain même et durant le processus de la colonisation, comme Montaigne indiquait, quand il parlait de ceux que l'on devrait appeler plutôt sauvages. Vous voyez, c'est véritablement l'expression à laquelle fait écho celle d'Aimé Césaire, l'ensauvagement du colonisateur, ceux que l'on devrait appeler plutôt sauvages, c'est-à-dire les colonisateurs, ceux qui mettent en danger la vie des Tupinambas.
quand quelqu'un comme Lévi-Strauss, il a un langage aussi daté, parle de conscience occidentale, moi je ne sais pas ce que c'est qu'une conscience occidentale, mais c'est une expression qu'il emprunte à Norbert Elias. Celui-ci avait opposé cette conscience à celle des peuples primitifs, encore eux, qui n'auraient pas... Alors ça c'est très curieux, mais ça, les gens continuent à le dire tranquillement, qui n'auraient pas une réflexion sur eux-mêmes sous forme de conscience de soi. Et moi j'entends encore mes collègues philosophes dire l'Europe a inventé la critique et le retour sur soi réflexif, c'est quand même quelque chose d'énorme. Et puis voilà, les gens le disent tranquillement sans l'interroger. Elias publia en 1939, mais ça a été traduit assez tard en 1973, du procès des civilisations, en 2 tomes, la civilisation des mœurs, la dynamique de l'Occident, et c'est lui qui a mis en avant cette idée que la civilisation constitue l'expression de la conscience occidentale. C'est quand même terrible d'arriver à dire ces choses-là. Alors, en quoi ça consiste? Voilà, cette conscience, pour lui, se manifeste par l'intériorisation du sentiment de honte, qu'il appelle culpabilité. Être civilisé, c'est inhiber ses instincts, intérioriser les contraintes, réprimer les pulsions. La civilisation occidentale serait, selon lui, je mets le conditionnel, un mouvement qui s'accompagne d'une autorégulation croissante, qui développe la maîtrise de soi, je cite, la contrainte continuelle, la modération des émotions, la régulation des pulsions rendues nécessaires par la vie en société. Et donc, ceux qui n'ont pas cette intériorisation sont considérés comme non civilisés, donc ils succombent à leurs pulsions, à leurs instincts. Et cette division, cette idée que l'Occident s'est rendu maître dans cette notion d'intériorisation des contraintes, d'où vient-elle? D'où vient-elle? C'est au nom de cette maîtrise supposée que l'on a pu, à contrario, attribuer une vie instinctive aux peuples non occidentaux en prenant appui, par exemple, sur leur nudité, toujours elle. Or, quand on lit Montaigne, je l'ai dit tout à l'heure, on apprend que la nudité des sauvages, entre guillemets sauvages, n'implique aucunement une absence de règles ou une absence de leur intériorisation. Puisque, regardez, une même nation, tous les mots sont importants, une même nation, en une même nation, et les vierges montrent leur partie honteuse, et les mariés les couvrent et cachent soigneusement. C'est-à-dire que la même règle permet la nudité pour une classe de la population et l'habit pour une autre classe. Je vous incite vraiment à lire le chapitre 23 du livre 1, parce qu'on a quelque chose comme 53 à 55 coutumes énumérées. On énumère et on les voit toutes réglées. C'est-à-dire qu'à chaque fois, elles sont rapportées à ce qui est autorisé, ce qui est interdit. En une même nation, c'est très important. Voilà, c'est pas le chaos, c'est pas n'importe quoi, c'est très codé. L'observation de plusieurs peuples permet de remettre en cause cette association entre primitivité ou nature d'un côté et la nudité de l'autre. Il y a différentes façons de se rapporter à la chaleur de son corps et conséquemment à la manière de le vêtir ou non. Il y a ceux, dit Montaigne, qui sont nus par dévotion en Turquie, on le sait, des ascètes, des anachorètes, et ajoute-t-il, entre lui, Michel de Montaigne, entre sa façon, lui, d'être vêtu et celle d'un paysan de son pays, il y a plus de distance qu'il n'y a de sa façon à un homme qui n'est vêtu que de sa peau, c'est là qu'arrive cette expression, c'est-à-dire que véritablement, au sein même de sa proximité la plus grande, il y a véritablement beaucoup de différences. La peau indique une manière d'être et est à ce titre elle-même un vêtement. Je trouve que ça, c'est véritablement des choses très rendent Montaigne extrêmement contemporain dans cette thématique. Il multiplie les différentes façons de se rapporter à la chaleur de son corps selon les parties que l'on couvre, des pieds nus des Indiens d'Inde, aux gueux nus qui se moquent de ceux, alors ça c'est un très joli passage, qui par grand froid sont emmitouflés jusqu'aux oreilles. Et vous, monsieur, vous avez bien la face découverte, or moi je suis tout face. Alors je vais expliquer ce quoi c'est très important. Imaginez une scène où il fait très froid, très froid, et il y a des gens qui voient une personne nue, totalement nue, et qui est à l'aise dans son corps, totalement. Et on me dit, mais comment vous faites avec ce grand froid, comment vous faites? Et la personne nue dit, ben vous avez bien la face découverte par grand froid. Eh bien, moi, je suis tout face.
Je suis complètement un visage. Et donc la peau comme un visage, c'est extraordinaire. C'est une façon juste de faire réfléchir qu'on ne se rapporte pas à la nudité, que la nudité est une culture, tout simplement. Il s'agit de faire des enquêtes anthropologiques pour avoir accès à l'humanité des autres, humanité niée notamment par les expéditions coloniales. L'anthropologue anglais a fait un livre extraordinaire, Chabouti, il a vécu de 1921 à 2016. Pour moi, il mérite plus d'être lu que les Strauss, véritablement. Et dans cet ouvrage magnifique, Le vol de l'histoire, qu'il a écrit dans les années 2010, il montre comment des confiscations de l'histoire des autres ont eu lieu par le passé. Un très très bel ouvrage. Il y a aussi un autre ouvrage, Renaissance au pluriel. Il parle des renaissances et non pas d'une renaissance européenne. Et David Thoreau, compagnon d'Emerson, justement à propos de cette confiscation de l'histoire. On dit que beaucoup de gens n'ont pas eu les archives d'eux-mêmes et donc du coup ils n'ont pas d'archives. Voilà ce qu'il dit. Nous avons une histoire volumineuse de l'Europe pour les 10 000 dernières années. C'est vrai. Imaginons que nous ayons, il y a toujours un déficit d'imagination dans l'atteinte à l'autre, l'atteinte à sa dignité, c'est un déficit d'imagination. Imaginons que nous ayons une histoire aussi complète du Mexique et du Pérou pour la même période. Une histoire du continent américain, le revers de la médaille. Qu'est-ce qu'était le Mexique, le Pérou, le Brésil avant cette arrivée? Il est difficile de croire que eux, un peuple civilisé, habitait ces contrées inconnues de l'ancien monde. Quels faits, quels événements, ça c'est une belle imagination, se sont produits en Amérique avant qu'elle ne soit connue des habitants de l'ancien monde? C'est la vraie question. Quels faits, quels événements? Ça n'a pas été archivé parce qu'on n'a pas valorisé l'écrit, les lettres, les fameuses lettres dont parle Montaigne. Ils n'ont pas les lettres, mais ils ont autre chose. Ils ont la danse, ils ont le chant. Et cette danse et ce chant n'ont pas été consignés à la manière européenne, mais ils ont été une façon de développer sa propre humanité. À mettre en avant la notion de diversité, on pourrait penser que le pluralisme de l'expression les autres menace l'idée d'un genre humain. On pourrait dire bon, je suis un terrible relativiste, certainement pas. De nombreuses analyses d'ailleurs, dont celle de Todorov, ont attribué à Montaigne un relativisme culturel, je ne le crois pas du tout. En réalité, Montaigne ne se dédie jamais de l'universalité du bon sens. Je l'ai mis en gras, parce qu'on l'associe en général à Descartes, et Descartes a tout pompé, si vous permettez l'expression, dans le discours de la méthode, le début du discours de la méthode, à Montaigne. Je cite Montaigne, vous allez retrouver complètement Descartes. Le bon sens comme capacité de juger, dont Descartes se souviendra. Voilà ce que dit Montaigne. Les hommes sont tous d'une espèce. Et sauf le plus ou le moins, se trouvent garnis de pareils outils et instruments pour concevoir et juger. Et sauf le plus et le moins, se trouvent... Alors c'est très intéressant cette notion d'outils et d'instruments pour concevoir et juger, tout est très important ici. Je suis en train de préparer une communication qui ne sera pas faite ici pour l'Académie du Royaume du Maroc le 22 avril autour de ces questions-là, parce que qu'est-ce qui a été publié entre 1500 et 1550 pour la formation de quelqu'un comme Montaigne? Ce sont les commentaires aristotéliciens. Alors, on ne dissociait pas Aristote de ses commentaires avéroïstes. C'est-à-dire que le texte d'Aristote était présenté avec le commentaire. Ça, c'est très important. Et ce qui était surtout publié à cette période-là, de manière tardive, parce que Averroès est mort en 1198, ces textes ont très vite été traduits dès le début du XIIIe siècle, autour de 1220, on a beaucoup de textes traduits, mais la logique a eu comme un rebond au XVIe siècle. Et donc ce sont surtout ces textes-là de logique qui ont fait la formation de Montaigne, et Montaigne et les essais sont imbibés de cette logique aristotélicienne, même si c'est Plutarque, Sénèque, Tacite qui sont cités tout le temps. Ce n'est pas ce qu'on enseignait. On enseignait les commentaires aristotéliciens. Et dans ces commentaires aristotéliciens, il y a deux textes: Concevoir les catégories, Juger le déinterprétationner, les deux premiers livres de l'organon d'Aristote, de la logique d'Aristote, qui sont justement des instruments, des outils logiques. Et le bon sens, c'est que dans toutes les cultures, on conçoit et on juge.
Il n'y a pas des gens qui conçoivent et des autres qui exécutent, comme on le voit sur notre planète aujourd'hui. Il y a ceux qui conçoivent, qui ont l'idée, la molécule, le film hollywoodien, et les autres exécutent. Non, partout on conçoit et on juge. Et reconnaître l'humanité des autres, c'est reconnaître la part égale à la conception et au jugement. Ce sont des outils logiques et c'est la logique qui fait cette universalité. La seule universalité que je puisse admettre. Un monde élargi, le temps passe, je ne sais pas combien de temps, normalement je ne fais que commencer maintenant. Mais vous savez, mais vous avez évité une autre méthode qui consiste, j'ai des amis qui font ça, mais je ne vous l'ai pas fait aujourd'hui. Je ne vais pas vous parler de ça, je ne vais pas vous parler de ça. Et puis pendant 3/4 d'heure, on va énumérer tout ce dont on ne va pas parler. Puis mais il ne reste pas de temps pour parler de ce dont je veux parler. Non, là je vous ai déjà dit pas mal de choses. Mais là c'est un peu de détail peut-être. Alors je ne sais pas mon cher Makram, un quart d'heure, d'accord. Alors, d'accord. Bon, alors, je vais faire des choix. Je vais pas lire. Je vais converser ma communication comme j'ai déjà fait pas mal de temps déjà. Donc, bien sûr, je le disais, Montaigne refuse les prérogatives à l'homme. Les prérogatives, à un certain moment, il parle de royauté imaginaire. La royauté imaginaire, c'est homme, empire dans un empire, comme dira plus tard Spinoza, homme qui se considère précisément dans son orgueil et sa volonté indéfinie, ayant une place spéciale dans l'ensemble des créatures. Alors, pour dénoncer le colonialisme, il faut d'abord dénoncer cette royauté imaginaire de l'homme. C'est très très important. Pour reconnaître l'humanité des autres, il faut d'abord casser cet orgueil humain et terrasser l'orgueil de l'homme et élever l'intelligence animale. L'homme n'est pas milieu entre Dieu et les animaux. S'il est milieu, il est entre la naissance et la mort. Ça remet les choses à plat, si je puis dire. Tout le monde est entre la naissance et la mort, et de manière variable. Et il rabaisse non pas l'homme, mais son orgueil, et il relève les animaux doués de sensibilité et d'intelligence. Ce serait magnifique si je pouvais développer avec vous le chapitre 12 du livre 2 des essais d'Apologie de Raymond II. Tout ce qu'il dit sur les animaux, c'est extraordinaire. Les chiens, on dit que le chien, l'homme seul simule, oui, mais le chien est capable de jouer une pièce de théâtre, de simuler qu'il prend un breuvage qui est un poison, de se mettre à trembler comme s'il était atteint véritablement de mort, de se laisser traîner par les pattes pour sortir de la scène. Il mime la mort et il vient à la fin saluer avec les acteurs. Donc le dressage fait de lui quelque chose. Alors on dit voilà, on dit qu'il n'y a pas l'assimilation chez les animaux, on dit qu'il n'y a pas. Et alors il passe en revue beaucoup de choses, la fidélité, l'amitié, beaucoup de vertus qu'on attribue à l'homme, mais qui sont précisément présentes chez l'animal. C'est un très très beau passage, mais ça fait partie de cette stratégie d'ensemble, de cet humanisme à la mesure du monde, c'est-à-dire à la mesure du monde comprenant les autres créatures. Pour ça je dis, dans les thématiques aujourd'hui écologiques, Montaigne, mais véritablement c'est un puits de suggestions. Les Tupinambas, bien sûr, je disais, ils ne sont pas lettrés au sens des lettres du XVIe siècle, mais ils ont une poésie anacréontique. Anacréon, c'était un poète lyrique du VIe siècle, et Montaigne y rapporte, on va la lire tout de suite, une très très belle poésie qui est celle de, voilà, un chant doux qui contraste avec la cruauté des colons, poésie anacréontique, était connu pour sa douceur, pour précisément baisser la charge inhumaine des tyrans. Alors voici ce que dit le poème. Couleuvre, alors c'est un poète qui voit passer une couleuvre. Couleuvre, arrête-toi, couleuvre, afin que ma sœur tire sur le patron de ta peinture la façon et l'ouvrage d'un riche cordon que je puisse donner à ma vie, ainsi soit en tout temps ta beauté et ta disposition préférée à tous les autres serpents. Donc il lui dit de s'arrêter pour qu'on puisse prendre un motif sur son aspect miroitant pour faire une ceinture qui sera offerte
à sa bien-aimée, et la ceinture et le motif seront ainsi stabilisés. L'œuvre passe comme tous les êtres vivants. Et Montaigne dit que quand on est capable de faire cette poésie-là, c'est qu'on a véritablement beaucoup de pensées, plutôt que de penser qu'il n'y a rien. Je reviens à mon passage. Donc, éviter cet humanisme étriqué. Les Amérindiens, très important, on considère que le chapitre des cannibales, Montaigne, voilà, comment peut-il faire promouvoir des cannibales. En réalité, ce sont des végétariens. Je le cite, leur breuvage est fait de quelques racines et de la couleur de nos vins clairés. Ils ne le boivent que tiède. Au lieu du pain, ils usent de certaines matières blanches, comme du coriandre confit. J'en ai tâté, puisqu'il y a ces matelots qui viennent de là-bas, et le goût est doux et un peu fade. Donc, véritablement, il n'y a pas de goût pour la viande et chez ces cannibales. Et c'est un rite de guerre. Et Montaigne montre l'impasse du cannibalisme. Alors c'est un rite de guerre, lequel ces tribus qui se battaient entre elles, les Tupinambas et les tribus voisines, quand ils prenaient un prisonnier, une fois qu'il était mis à mort, il était, une fois mort, mangé. Et pour montrer l'impasse de la chose, un des prisonniers, Montaigne cite ce passage, un des prisonniers défie ceux qui l'ont fait prisonnier, il leur dit « Mangez-moi, comme ça, vous mangerez vos propres ancêtres que j'ai engloutis. » Enfin, c'est horrible. Mais ça veut dire que c'est une impasse, ça ne peut pas être une valeur. Vous voyez, ça se mord la queue, c'est vraiment le cas de le dire. Donc, il n'y a pas de promotion du cannibalisme, mais il y a une critique de ceux qui s'entremangent entre eux, c'est l'expression de Montaigne, les colons qui se battent sur le terrain là-bas pour plus d'or chacun, ils se battent, ils s'entremangent entre eux, Montaigne cite cet exemple, et bien évidemment la critique aussi de la torture sans fin. Tout ce qui est au-delà de la mort simple est pure cruauté, je cite Montaigne, tout ce qui est au-delà de la mort simple, pure cruauté, c'est-à-dire quand on a fait bouillir dans des chaudrons les rois mexicains, Montaigne dit mais le cannibalisme à côté c'est rien, parce que c'est une fois mort que la personne était mangée, et non pas la torture précisément qui fut administrée à ces rois-là. Je passe, excusez-moi, les Turcs, donc les Amérindiens, je parlais un peu de poésie anacréontique, les Turcs, alors les Turcs à l'époque de Montaigne, je permets cette expression très contemporaine, le monde se prête de plus en plus à une histoire connectée, parce que les Portugais et les Turcs s'affrontent sur les mers pour la conquête des ports arabes et indiens, et Montaigne est témoin de ce monde en pleine agitation. Je cite, les Portugais prirent 14 Turcs en la mer des Indes, lesquels, donc c'est par ici, lesquels, impatients de leur captivité, c'est-à-dire ne supportant pas leur captivité, l'impatience au sens du XVIe siècle, se résolurent et leur succéda, et ce furent un succès. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont mis le feu à maître, et eux et leur maître, le vaisseau ensemble. Prisonnier pour prisonnier, avec les Portugais sur ce vaisseau, ils ont mis le vaisseau en feu et tout le monde est mort. Donc, il décrit précisément toutes ces choses-là. Sur le terrain européen, il y a de plus en plus de batailles engagées, dont la plus célèbre est celle de la bataille de Lépante. Je dis célèbre parce qu'elle a été utilisée comme un élément de réussite de croisade, et Montaigne dit attention, il faut sobrement juger des ordonnances divines, ne pas se mêler de ces ordonnances-là, et on ne peut pas conforter sa foi par des événements historiques. Et qu'advient-il si on va dire, si les Européens, surtout les Espagnols et les Vénitiens, perdent contre les Turcs? Est-ce que Dieu s'est détourné d'eux? On ne peut pas dire qu'un jour il est avec nous, un jour il est contre nous, il faut le laisser de côté. Une conception très très laïque des choses chez Montaigne.
sobrement se mêler de juger des ordonnances divines à propos de la bataille de l'époque de 1571. La guerre, ça c'est malheureusement d'une actualité terrible, est partout un massacre et elle n'a aucune raison réelle. Il n'y a pas de guerre juste chez Montaigne. Il n'y a pas de guerre juste chez Montaigne. Elle est toujours, j'aime bien cette expression, un prétexte de raison, c'est-à-dire qu'on cherche des justifications, un prétexte mobilisé par ceux qui, dit-il, attisent la guerre, non parce qu'elle est juste, mais parce que c'est la guerre. Et cette façon de ramener la guerre est un massacre qui ne trouve aucune justification. À un certain moment, il dit justice énorme de la guerre. Malheureusement, parfois, le mot énorme n'est pas compris. Énorme, c'est le déprivatisme. Hors norme, mais non pas la grande justice de la guerre. Non, non, non. La justice énorme de la guerre, la justice hors norme de la guerre. Hors norme, hors raison, hors justice. J'aime beaucoup ce passage. Ils attisent la guerre, non parce qu'elle est juste, mais parce que c'est la guerre. La similitude, je le disais en introduction, la similitude entre les deux empires, turc et romain, vient de ce que dans les deux cas, restent en place les rois asservis. C'est très curieux. Les Turcs laissent en place les royaumes, en particulier le royaume de Hongrie. Les Romains, vous saviez, quand ils ont colonisé l'Espagne, ils laissent les rois espagnols. Eh bien, la colonisation se faisait aussi sans grand mouvement de peuplement. C'est très très important. C'est-à-dire la Hongrie, elle est colonisée par les Turcs, mais il n'y a pas de Turcs qui habitent la Hongrie. Les Romains, dit Tacite, je cite Montaigne, avaient accoutumé de toute ancienneté de laisser les rois qu'ils avaient surmontés, qu'ils avaient vaincus, en la possession de leur royaume, sous leur autorité. Il est vraisemblable que Soliman Magnifique, à qui nous avons vu faire libéralité du royaume de Hongrie et autres États, regardez plus à cette considération. Voilà, il compare Soliman aux Romains, puisqu'il laisse précisément les libéralités du royaume de Hongrie et autres États, la Pologne notamment. La Pologne n'avait pas le droit, n'était pas colonisée, c'était des systèmes très graduels de colonisation. Par exemple, la Pologne n'avait pas le droit d'avoir des relations diplomatiques sans l'aval de la Turquie. Mais elle dépendait de la Turquie. La Hongrie a de fait été divisée en trois. Je fais un petit peu d'histoire avec vous. Une partie dite la Hongrie royale, sous le gouvernement du demi-frère de Philippe II, Ferdinand II. Une autre est directement administrée par les Turcs et une troisième dirigée par un homme de main de la Sublime Porte. Et il y avait une gradation de la manière de coloniser la Hongrie à la manière des Romains. Il y avait un magnifique spécialiste de la Turquie au Collège de France, Gilles Weinstein. J'avais suivi quelques cours, c'est impressionnant parce que c'était une histoire tellement sensible, elle se déroulait devant nous. Et il disait dernièrement, après la chute du mur de Berlin, beaucoup de gens de la République de Raguse, c'est-à-dire des Croates, ont dit nous retrouvons notre terre tellement menacée par les Turcs. Il dit mais ça passe qu'ils disent, parce qu'en réalité, sans la protection qu'avait assurée la Turquie de la République de Raguse allait être mangée par la République de Venise. Et donc finalement, mieux valait les Turcs que la colonisation, l'engloutissement vénitien qui les attendait. Les Turcs tantôt capturaient des Vénitiens et en faisaient des esclaves, tantôt ce fut l'inverse, et Montaigne est témoin de tout cela. Ces esclaves des deux côtés s'échappaient ou étaient libérés, et il le rapporte dans son journal de voyage. Je lis, 21 esclaves turcs s'échappèrent de l'arsenal et se sauvèrent sur une frégate. Mais, une semaine après, 3 corsaires turcs abordèrent au rivage voisin et emmenèrent prisonniers 15 ou 20 pêcheurs et pauvres bergers. Donc, véritablement, il y avait toute cette activité corsaire de guerre entre les deux. L'Afrique, le quart d'heure est passé, oulala. Alors, l'Afrique barbaresque, c'était le troisième point, donc les Amérindiens, les Turcs, l'Afrique barbaresque. Barbaresque, ce n'est pas au sens de barbarie. Barbaresque, c'est véritablement la région. Il y a une ambiguïté sur le mot de barbarie. Il y a par exemple les figues de barbarie, le Léon dit les figues de barbarie. Il y a des Montaigne cite des pigeons de barbarie. Donc l'Afrique barbaresque, c'est l'Afrique
appartenant à la région de Barbarie, qui n'a rien à voir avec les barbares, mais il y a eu une confusion là-dessus. Alors, j'ai déjà parlé de la bataille des Trois Rois avec Moulay Mouloud, donc peut-être que s'il y a des questions, je reviendrai sur cet enjeu tout à l'heure. Je passe, puisque je dois maintenant conclure, excusez-moi, je conclue. Et pour moi, véritablement, sur cette humanité des autres, j'utilise les éléments de logique que j'ai eus. Le postulat en général, quand on fait des mathématiques, le postulat, c'est une demande de la raison. C'est ce que demande la raison. Ce n'est pas un axiome, une vérité évidente par elle-même. Ce n'est pas un théorème qui se démontre, mais c'est une demande de la raison. Et une demande de la raison, c'est l'unité de l'humanité. C'est le postulat que je fais. Et je parle de ce passage terrible de Toni Morrison dans son roman Beloved. Elle s'inspire d'un fait d'histoire au moment de la lutte pour la libération des esclaves aux États-Unis, les Afro-Américains du 19e siècle. Et c'était une femme, Margaret Garner, qui a fui son maître et qui a voulu tuer ses enfants pour qu'ils n'aient pas le même destin qu'elle. Comment dirais-je, Toni Morrison dit que ce n'est ni colère ni folie, mais par humanité, pour qu'il n'ait pas le même destin, et pour restituer à sa place à elle une humanité, se donner une humanité pour qu'elle soit responsable. Toni Morrison avait ce geste terrible et très beau. Elle disait, voyez-vous, pour un esclave, ceci, c'est pas sa main. Il ne peut pas dire c'est ma main, elle appartient au maître. Et alors, pour que son geste horrible de tuer ses enfants soit considéré comme un geste qu'elle a fait, elle, son avocat a demandé qu'elle soit considérée comme responsable. La considérant comme responsable, elle est considérée comme humaine. Et elle n'est plus une esclave. Passer par ce geste pour restituer son humanité. C'est un roman extraordinaire. Les Beloved, je me suis permis de le dire ici, pour dire que ce n'est pas par colère et folie, mais par humanité que certains gestes sont accomplis. L'humanité des autres est celle de tous ceux qui ont résisté à leur façon à l'esclavage, à la conversion forcée, au colonialisme, à l'Inquisition. Je n'ai pas eu le temps de vous parler des catégories créées par l'Inquisition, les Morisques, les Mudéjars, les Maranes, les clandestins, etc. Mais on pourra y revenir. C'est aussi celle de tous ceux qui combattent dignement pour leur liberté, acceptant la mort sans la rechercher. Comment dirais-je, la bataille des trois rois, Montaigne, il n'y a pas du tout d'héroïsme chez Moulay Mouloud, mais bon, que de la bataille et pas d'héroïsme, il ne cherche pas la mort. D'ailleurs, il critique beaucoup les héros, il dit il y a des gens qui veulent véritablement aller à la bataille pour mourir et il se trouve qu'ils ne meurent pas. Alors qu'est-ce qu'ils font? Ils sont un peu mal, ils se tapent la tête contre le mur pour dire bon, voilà, on a quand même non, il n'y a pas de valeur la mort n'est pas recherchée. Mais s'il y a la mort au bout de la bataille, mais ce n'est pas ce qui est recherché. C'est très très important. Abdelmalik meurt avec un entendement debout, même si... Alors lui, il n'est pas tué au combat. Sur les 3 morts, le roi légitime n'est pas tué au combat. Il meurt d'une maladie digestive, mais il meurt le même jour que l'usurpateur, le Mutawakil, et le roi Sébastien, le portugais. Mais Montaigne utilise cette phrase magnifique, il a le corps couché, mais l'entendement debout. De même, les rois mexicains, massacrés par les colons espagnols, rois qui regardent l'ennemi en face, sans peur, montrent par la constance de leur résistance la cruauté des conquistadors et font preuve non seulement de courage, mais, Montaigne dit, et ça m'intéresse par rapport à ce que je disais sur l'usage de l'organon d'Aristote, la logique aristotélicienne, l'entendement bien composé qui contraste avec les faux jugements des colonisateurs. L'entendement bien composé, c'est véritablement ce qu'Aristote écrit dans les réfutations sophistiques, comment on réfute les sophismes pour remettre l'entendement à l'endroit. Et les faux jugements, ce sont les colons qui disent « notre pape nous a donné votre terre » et il répond par un entendement bien composé. Il doit être bien indigent pour pouvoir donner ce qu'il n'a pas. Il doit être bien pauvre aussi pour donner ce qu'il n'a pas, etc. Les rois du Mexique ont du bon sens, chose du monde la plus partagée pour Montaigne et pour Descartes, et c'est bien le bon sens qui nous permet de postuler l'unité du genre humain. Merci.
voilà, je ne fais pas de course. C'est parfait, cher Ali, merci beaucoup. Un grand merci de belle conférence, c'est toujours un plaisir de t'écouter, moi qui t'écoute depuis 20 ans. Donc je confirme vraiment le plaisir de t'avoir parmi nous, de t'écouter. On a été rejoint par Benoît Catala tout à l'heure, pendant l'introduction, conseiller culturel, directeur de l'Institut français. Je te remercie d'être là. Peut-être tu me permettras de reformuler, juste pour lancer un petit peu le débat, à partir de ta conférence, mais aussi à partir de ton livre que j'ai parcouru. Je n'ai pas vraiment, j'ai pas tout lu malheureusement faute de temps, mais j'ai pu le parcourir rapidement et j'ai retenu en fait 3 points peut-être qui vont permettre de lancer l'échange en fait, avec la salle. Un premier point qui porte sur le pluralisme et la diversité, un deuxième point qui a trait à la question de l'anthropologie justement de Montaigne, et un troisième point sur son actualité. En ce qui concerne le premier point, je trouve que tu l'abordes en fait à partir du contexte du XVIe siècle justement et du regard jeté par Montaigne sur les Africains, les Amérindiens et les Turcs. Et je précise au passage en fait, que les Turcs à l'époque, jusqu'à la période des Lumières, parce qu'il y a un véritable discours sur les Turcs, et les Turcs, ça désignait les musulmans. Donc aussi bien, en fait, ce n'est pas l'ethnie seulement, c'est la civilisation de l'Empire ottoman. Tu sais ça, bien sûr, mais en fait, c'est important de le préciser pour le public. Et à partir de là, justement, de l'étude de ce contexte, de cet auteur, tu fais émerger, à mon avis, une conception très très intéressante qui s'éloigne de la veine multiculturaliste qui a été présente pendant le XXe siècle et un petit peu au-delà, chez des philosophes nord-américains, justement, qui ont réfléchi sur ces questions, mais à partir de la problématique multiculturelle. Toi, tu tires un fil à partir du philosophe bordelais pour nous permettre justement de comprendre et de réfléchir sur ces notions de pluralisme et de diversité des sociétés humaines et des cultures humaines, mais à partir d'un autre point de vue, d'un autre regard, parce qu'en fait, ce regard, justement, de manière précoce, il critique l'écrasement des autres cultures et des autres hommes, à partir d'un discours ou d'un regard colonisateur ou bien d'un discours sur la colonisation. Et ça, je trouve que c'est vraiment à la fois un choix judicieux et très utile en fait, ça c'est pour la période, pour notre période, j'y reviendrai dans un instant. Le deuxième point, c'est la question de l'anthropologie. C'est l'une des ambitions de ton livre, d'ailleurs tu l'as montré au début de ta conférence, et de mettre en valeur justement cette anthropologie développée par Montaigne, qui est différente justement de l'anthropologie qui va prévaloir 2 siècles plus tard chez les auteurs des Lumières. On sait très bien que dans le discours, pour être un peu massif, mais pour résumer, dans le discours des Lumières, des philosophes que tu as cités, Voltaire, Rousseau, un peu plus tard Kant, etc., eh bien on a les philosophes du droit naturel, Grotius, puis von Dorf. Donc tous ces philosophes entre le XVIIe et le XVIIIe siècle vont profiter d'un discours sur le rapport entre l'homme et la nature, issu de Descartes, l'homme maître et possesseur de la nature, donc un lien avec la nature qui est assez particulier, forgé au sein pendant cette époque. Puis un autre discours sur le lien entre l'homme et son semblable, qu'on trouve justement à partir du mythe du sauvage. Voilà, tu l'as très bien mentionné tout à l'heure. Et c'est ce qui fait le paradoxe, ou l'un des paradoxes de la modernité, de notre modernité. Toujours entre guillemets, on a retenu. Effectivement, la réflexion elle est très intéressante et elle est actuelle aussi. Donc, on a cette double filiation, en fait, dont tu t'écartes justement à partir, et grâce à Montaigne, à cette réflexion, je dirais, qui apporte un peu de fraîcheur donc, sur ces notions fondamentales, en fait, d'humanisme, de rapport autrui, de rapport de l'homme à son semblable, ou bien de la question de l'altérité ou des altérités, et bien sûr du rapport entre l'homme et la nature. Enfin, la question justement de l'actualité du livre, ça je l'ai bien noté en fait en parcourant ton texte, puisque tu arrives en fait à rendre actuel Montaigne. Et ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai adoré dans ton travail. Tu parles d'un Montaigne décolonial, d'ailleurs dans les références, justement, il cite Césaire, etc. Et tu mets en avant cette idée d'unité du genre humain. C'est quelque chose de fondamental par rapport à ce projet de l'humanisme, justement, même si, bien sûr, il y a des humanismes, on l'entend bien,
mais seulement la notion elle-même a été, disons, explorée, mais aussi interrogée et surtout mise à mal par Heidegger et par Foucault. Tu le montres bien dans ton travail, et grâce à ton livre, justement, tu nous permets de réfléchir encore de nouveau, à nouveau frais, en fait, sur cette question de l'homme. Je pense que c'est vraiment quelque chose de fondamental. Peut-être pour lancer le débat, il y a un point auquel tu as fait allusion, en fait, à la fin de ta conférence, sur les persécutions. Montaigne a été un contemporain des persécutions religieuses, oui. Bien sûr des guerres civiles de religion, oui. Guerres de religion, ce qu'on appelle dans l'histoire des guerres de religion, du massacre de la Saint-Barthélemy en 1517, si je ne me trompe pas. Il avait des amis qui étaient huguenots, et donc voilà, il développe aussi une réflexion sur la question de la tolérance religieuse. J'aimerais bien que tu as fait allusion à la fin, j'aimerais bien que tu reviennes sur ce sujet très intéressant, à la fois intellectuellement et aussi pour notre actualité. Après, bien sûr, le débat est ouvert pour la salle si vous avez des questions. Merci beaucoup, merci pour ta lecture, effectivement très appropriée. Je ne vais pas reprendre les deux premiers points, je vais me concentrer sur ta dernière question. Effectivement, il écrit entre 1580 et 1588 les 3 livres des essais, et ça faisait déjà un siècle qu'il y a eu l'Inquisition, bien évidemment, 1492, et donc il écrit dans ce chapitre 51, je crois, non, 14, c'est 14 chapitre 14 du livre 1 des essais, pardon, oui, c'est ça, chapitre 14, où c'est très émouvant, et on a l'impression de vivre avec lui les choses. Il dramatise le phénomène, et il dit que le roi de Castille a chassé les Juifs de son royaume. Ils ont été récupérés par le roi de Portugal, faussement. C'est-à-dire que le roi de Portugal les a tous poussés à être sur un seul port pour les agglutiner, et les agglutinant leur donner soit le choix de partir, soit le choix de se convertir. Et ceux qui sont partis sur l'expression utilisée par Montaigne, trajectés en Afrique, le bruit revient qu'ils ont été torturés, et ceux qui sont restés ont préféré précisément se suicider ou jeter leurs enfants dans le puits, c'est très fort, plutôt que de se convertir. Donc Montaigne raconte effectivement cela, et tout mon exemple de Toni Morrison, que je mets en écho à cette façon de tuer ses enfants, non pas par folie et colère, mais par Montaigne dit par amour et compassion. C'est quelque chose de très douloureux de ce point de vue-là. Alors, il ne parle pas de la discrimination des musulmans en Afrique, en Espagne, parce qu'elle est tardive. Elle est de 1609, le décret du début du XVIIe siècle, elle est là. Il parle de ce que les Juifs ont subi. Il y a eu un décalage dans l'Inquisition. Il y a eu d'abord le massacre des Juifs, avant le massacre des musulmans, un siècle après, en 1609. Et c'est là qu'on a vu fleurir les morisques convertis, les moudéjars qui ont le droit de continuer à exercer leur religion musulmane, et, entre guillemets, des clandestins, ceux qui sont été obligés de quitter le territoire espagnol où ils ont toujours vécu, et qui reviennent, comme aujourd'hui les migrants, qui reviennent sous forme comme clandestins dans le pays qui est le leur. Et c'est terrible ce point-là. Donc effectivement, il y a non seulement ce qu'il décrit du massacre des Indiens, mais aussi de ce qui se fait sur le continent européen. Donc il y a le front Est, avec ces Turcs vus de manière assez bienveillante, le front Sud horrible sur cette acquisition et l'Inde. Effectivement, moi je le lis comme quelqu'un avec qui je converserai d'aujourd'hui, parce que je trouve que méthodologiquement il donne beaucoup d'outils pour débrouiller la complexité même de notre monde actuel.
l'idée qu'il n'y ait pas de guerre juste, ça c'est oui, c'est très très important. Oui. Oui, oui du coup j'aurais peut-être une question, puisqu'il y a une question de moi. La première, votre remarque, c'est déjà c'est un merci pour votre travail qui est vraiment passionnant. J'ai vraiment aimé procurer votre livre. Et du coup, alors, ce que je trouve intéressant, c'est que votre lecture de Montaigne, en fait, d'une certaine manière, c'est une humanité, vous attribuez à Montaigne un humanisme qui en fait remettrait un humanisme décolonial, d'une certaine manière, oui, qui remettrait en fait quasiment en question même les lectures les plus contemporaines de l'humanisme. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de philosophes, je pense à des gens comme Morisot oui, ou Amer Méziane, qui en fait utilisent qui refusent d'utiliser ce concept d'humanité, oui, qui refusent ce concept d'humanisme au profit d'un concept, par exemple, Baptiste Morisot qui utilise ce truc de diplomate, de dire, enfin, c'est le concept de versipélé de Pline l'Ancien, on se met dans la peau de l'autre, et que Amer Méziane parle de voir d'autres mondes, mais en faisant ça, il conserve ces mondes-là comme étant des mondes en soi. Et là, en fait, je sais pas si je me trompe. Non, c'est ça. Et en fait, voilà, est-ce qu'on peut dire en fait, votre travail comme une réponse quasiment en fait, comme une réponse à ces conceptions-là qui conservent ces mondes en soi sans jamais penser justement à l'humanité comme un continuum? Disons que moi, par mon arrière-plan logique, quand je suis tombé sur cette phrase de « tout le monde conçoit et juge », et je trouve qu'elle est tellement forte et qu'elle a au moins 2000 ans d'histoire avec l'organe d'Aristote. Et quand j'ai appris par mon collègue Georg Hoffmann de l'Université de Michigan, qui a fait un travail minutieux sur ce qu'on lisait entre 1500 et 1550, c'est un grand spécialiste de Montaigne, Georg Hoffmann de l'Université de Michigan, et il y a 2 articles phares dans le bulletin des Amis de Montaigne dans les années 90, et ces 2 articles mais vraiment recensent ce qu'on lisait. Et ce qu'on lisait, c'est véritablement les outils et les instruments. Et ces outils et les instruments permettent de penser ce que vous appelez le continuum, en tous les cas, permettent de penser l'unité du genre humain. Il est vrai, comme vient de rappeler Macron-Marbès, il y a beaucoup de polémiques autour de la notion d'humanisme. Foucault, Heidegger, les années 70, les années 60 et 70, on a véritablement massacré l'humanisme. Alors, moi, à un certain moment, le livre allait s'appeler l'humanisme des autres. Et puis finalement, j'ai préféré l'humanité des autres parce que le concept d'humanité, il est effectivement aussi critiqué, mais il est moins polémique que celui d'humanisme. Et moi, je trouve qu'on aurait vraiment à gagner, tout à gagner, à restituer ce concept d'humanisme, mais en tous les cas, celui d'humanité à poursuivre. Alors, il est vrai que dans les tendances actuelles très écologiques, comme celle de Baptiste Morisot, très écologiques, par moments, on laisse à l'arrière-plan cette notion d'unité du genre humain parce qu'on a peur, parce qu'elle véhicule quelque chose de très important. Elle véhicule quelque chose qui a été très critiqué par Lévi-Strauss. Jusqu'à un certain point, il a raison. C'est l'évolutionnisme, c'est-à-dire l'idée que ma foi, les sociétés humaines dans leur diversité sont un petit peu... la diversité des sociétés humaines est recouverte par la temporalité d'une évolution de l'humanité. Et considérer que l'évolutionnisme, texte phare de Lévi-Strauss, l'évolutionnisme, autant il a un sens darwinien, biologique, de parler d'évolution des espèces, autant que sur les humains, qu'il y ait de la variété, oui, mais qu'il y ait de l'engendrement, parce que l'évolution comprend les 2 termes, génération et variation. Il y a de la variation, mais on ne peut pas dire qu'une coutume en engendre une autre, et donc l'idée de l'évolution, de la temporalité a été complètement éclatée par Lévi-Strauss. D'autres lui ont répondu, comme Marcel Mauss, et je me reconnais plus dans la conception de Marcel Mauss, d'autres lui ont répondu qu'on doit le garder comme un élément méthodologique. Non pas dire qu'il y a un évolutionnisme, mais le postuler, c'est un peu ce que je fais, le prendre comme un postulat, comme une demande pour pouvoir penser l'unité du genre humain. Et donc on n'est pas à le vérifier par un vérificationnisme expérimental, mais on est à le demander pour pouvoir penser certaines choses.
Et la raison parfois fait des demandes, comme en mathématiques, on fait des demandes de ce cadre-là. Je comprends, je vois bien que dans la tendance radicalisée de Lévi-Strauss chez certains écologistes comme Baptiste Morisseau, on est parti dans un autre... En fait, je suis peut-être laissé parler. Peut-être une autre question. Oui. Oui. Merci beaucoup en tout cas pour cette présentation. C'est vrai que ça remet en effet beaucoup Montaigne dans l'actualité aujourd'hui sur des notions aussi de guerre juste, la modernité également, qui me questionne aussi sur nos notions parfois de ce qu'on appelle le développement. Oui, aussi. Mais c'est vrai que sur toutes ces notions, j'en arrive même à me poser la question de quelle est la vraie définition de bon sens, parce qu'on pourrait aussi se poser la question de ce qu'est le bon sens. Donc ça, c'est une première question, en tout cas que j'avais. Et vous parliez des critiques par rapport au relativisme culturel aussi de Montaigne. C'est des critiques qu'on entend aussi, qui sont très d'actualité également. Donc j'aurais aimé aussi vous entendre un petit peu sur cette notion justement de relativisme culturel également. Alors, quand on dit bon sens, il y a une normativité intrinsèque. Le bon sens, donc c'est un concept normatif. Moi, je l'entends comme lui en un sens véritablement logique. Disposer de la capacité de concevoir et de juger. C'est-à-dire c'est un bon sens formel, c'est pas un bon sens qui s'appliquerait, dont on chercherait des indices matériels ici ou là. C'est formellement, nous sommes outillés, par d'outils et d'instruments, nous sommes outillés pour concevoir et juger. Excusez-moi. Alors, le plus et le moins, je ne l'ai pas commenté, mais votre question permet de le commenter, il y a du plus et du moins. Et le plus et le moins, on peut l'entendre en un sens là aussi très contemporain, un philosophe que je cite beaucoup, un économiste philosophe, Amartya Sen, le prix Nobel de l'économie en 1998, sur son concept de la pauvreté, qui n'est pas un revenu faible, mais une privation de capacité. Donc, ces capacités de concevoir, de juger peuvent être camouflées, peuvent être mises en difficulté, peuvent ne pas être reconnues. Et effectivement, on se retrouve réduit à ne pas concevoir, à ne pas juger. Mais formellement, nous les avons. Les conditions historiques peuvent nous faire qu'elles nous soient complètement usurpées. Donc le bon sens, c'est à ce niveau formel. Sur votre autre question sur le relativisme culturel, pourquoi il est vrai qu'on l'associe beaucoup à cela, dès lors qu'on reconnaît la diversité des cultures, la variété des cultures, la dissemblance des cultures, la contrariété des cultures, toutes les conceptions, les termes de Montaigne, le lexique de Montaigne, comment mettre de côté ce relativisme? Eh bien, il le met de côté par un point très très important qu'il appelle la règle des règles. Que chaque coutume ait sa règle. Oui, alors on peut dire c'est éclaté. Oui, mais il y a une règle des règles qui nous dit que chaque coutume a une règle. Et là, on retrouve un élément unifié. C'est-à-dire qu'une coutume est une règle, c'est universel dans toutes les cultures. La règle des règles, c'est d'avoir une... Alors là, il met knock-out le relativisme de ce point de vue-là. S'il y a une règle des règles, c'est qu'on ne peut pas juste mettre les règles les unes face aux autres sans pouvoir dire quoi que ce soit. C'est que effectivement, il faut reconnaître que chaque culture a une règle. Ça veut dire quoi? Beaucoup de philosophes l'ont travaillé sous la forme de, en anglais, c'est mal traduit, charity principle. C'est pas un principe de charité, c'est un principe de présomption de rationalité. Quand vous êtes face à l'autre totalement d'une autre culture, plutôt que de dire ce qu'il fait est absurde, dites-vous, ce qu'il fait, je ne le comprends peut-être pas, je présume une rationalité dans ce qu'il fait. Et cette présomption de rationalité, c'est précisément la reconnaissance qu'il y a, que chaque coutume a une règle, que la règle des règles, c'est de reconnaître que une coutume, ce n'est pas du chaos, que les autres, ce n'est pas des animaux humains, comme ça a été dit dernièrement, etc.
Oui. Du coup, ça permet de rebondir. Si on considère que la règle des règles, c'est donc de reconnaître la possibilité de l'altérité et donc le principe de la présomption de rationalité, en fait, une guerre peut émerger non pas simplement d'un principe de dysfonctionnement de compréhension. Excuse-moi. Si on admet le principe de présomption de rationalité, chaque entité humaine possède ses raisons, possède ses agendas, possède ses sensibilités. Et donc, en fait, ce que ça postule, c'est la nécessité d'une diplomatie capable de gérer, etc. Donc, voilà ce que... Voilà. Mais le truc, c'est qu'en cas d'échec de diplomatie, oui. il peut émerger une guerre. Mais dans ce cas-là, cette guerre, elle fait partie de l'humanité, elle existe. Et donc, la question que je me pose, c'est comment est-il possible de condamner toute guerre comme simple massacre, comme ce que vous disiez sur le rapport de Montaigne à la guerre? Comment est-il possible de considérer qu'une guerre, est simplement un massacre, ne peut pas être justifiée, alors même que l'humanité, alors même qu'il reconnaît, que Montaigne reconnaît à l'humanité son principe de résistance, c'est-à-dire qu'un résistant peut être effectivement amené à faire la guerre pour ses principes de résistance, pour sauvegarder son humanité. Et donc dans ce cas-là, comment concilier ces deux points, la guerre comme massacre et la guerre comme justification résistante, par exemple? Justement, c'est ce que je disais pour le très beau passage contre la fainéantise du livre 2 des Essais, chapitre 21, où il parle du roi Moulin Moulot. On ne résiste pas de manière héroïque. Vraiment, c'est très très important. Il dit, oh là là, on a vu des gens qui disent on va aller mourir à la bataille, et puis ils reviennent, et ils ne sont pas morts, et ils ne reviennent pas même blessés, etc. Et c'est-à-dire, la résistance, c'est la résistance face à, à une situation qui met la personne en servitude, et donc c'est un combat pour la liberté, mais ce n'est pas, c'est pas un idéal. C'est-à-dire, quand il faut, il faut. Par exemple, voilà, c'est une nécessité vitale, c'est une nécessité vitale. Par exemple, pour le roi Moulin Moulot, il dit s'il avait pu déléguer cet office à quelqu'un d'autre, il l'aurait volontiers fait. C'est qu'il s'est trouvé dans une situation telle qu'il devait batailler. C'est très important. Il dit parce qu'il a délégué plein d'autres choses. Il a délégué à son frère, Mansour Derbi, qui a après régné d'une manière importante, c'est un grand roi saadien. Il a délégué l'entrée en pompe dans la ville de Fès et les éléments cérémonieux. Donc tout ce qui est super, c'est un très beau passage où il dit le roi Moulouk, comme les Lacédémoniens, comme Caton, c'est des gens qui assèchent les superfluités pour laisser place aux nécessités. On est dans ce cadre-là, assécher les superfluités et aller vers les nécessités. Un autre passage très important pour vous répondre, c'est dans ce chapitre, alors je crois que c'est le chapitre 1, oui c'est ça, de l'honnête et de l'utile du livre 3 des Essais, où il parle de la grande figure d'Épaminondas. Il dit Épaminondas, dans la chaleur de la guerre, il introduit le mort, comme pour les bœufs, le mort le joug de la bénignité. C'est-à-dire comment en pleine guerre faire preuve d'humanité. Et ça, c'est une actualité brûlante, malheureusement. Comment en pleine guerre, et il dit, lui, par exemple, quand il a des images très fortes, quand il arme son bras, il ne raidit pas pour autant son courage. Et il insuffle de la justice au sein même de la guerre. Et on considère que c'est un des textes qui ont permis de penser la Convention Genève 1951, la Genève 1929, etc. C'est-à-dire un droit de la guerre, limiter l'inhumain. L'humanité, c'est aussi limiter l'inhumain. Et limiter l'inhumain, il dit, il introduit une douceur dans la chaleur de la guerre, quand personne n'entend cette chaleur, quand personne n'entend cette douceur et tout le monde est dans la chaleur de la guerre. Ça, c'est des passages vraiment superbes chez lui, qui répondent exactement à votre question. Merci beaucoup. Bonjour, merci pour cette conférence. J'en profite pour dire que j'étais à la Canal aussi. Oh là là, d'accord. Voilà.
J'ai enseigné à la Canale à un moment. Ça fait le plaisir d'avoir d'anciens candidats. Voilà, c'est ça, j'ai enseigné 9 ans. Ma question est sur le terme de l'ensauvagement des colonisateurs. Mais vous êtes, pardon, vous êtes trop jeune pour que je vous ai eu. J'étais au lycée La Canale en 2007-2008. Ah oui, donc j'y étais plus du tout. Je vous vois très très jeune. Moi je suis. Dernièrement, figurez-vous, je me permets cet aparté. Dernièrement, un collègue m'a dit si j'avais contribué à la lutte pour l'indépendance du Maroc. Moi je suis né après. Donc on me voit pas voir centenaire. Mais ça fait rire monsieur l'ambassadeur parce qu'il sait bien que je ne peux pas avoir. Ça voudrait dire que je suis né en 1920. Et voilà. Mais la Canale, oui, ça me fait plaisir, la Canale. Donc ma question, c'est concerné l'ensauvagement des colonisateurs. Oui. Est-ce que vous estimez qu'ils sont ensauvagés, donc ils reviennent vers leur état naturel, à cause du fait qu'ils n'aient plus leur culture pour brider leur pulsion, on va dire naturelle, ou est-ce qu'ils s'ensauvagent avec autrui, justement, parce qu'il y a une déshumanisation de l'autre? Non, c'est plutôt le second sens, c'est l'ensauvagement, Aimé Césaire l'utilise et Montaigne dit c'est eux qu'on devrait appeler sauvages. Ça permet, votre question permet d'introduire un élément très très important, c'est la différence entre la mention et l'usage. Montaigne, comme Aimé Césaire, mentionnent, mais ils ne font pas usage du concept. Ceux qui font usage du concept, c'est ceux qui pensent qu'il y a véritablement des sauvages. Voyez, alors que eux sont toujours en train de le mettre entre guillemets, comme moi j'ai mis la modernité entre guillemets. Ils sont en train de dire ce que l'on appelle, c'est eux que l'on devrait appeler sauvages. Et donc, dans le texte de Montaigne, s'il est écrit au XXe siècle, au XXIe siècle, ce qu'on devrait appeler, on devrait mettre des guillemets. Montaigne ne met pas guillemets. De même, il dit ce que l'on appelle barbares. Donc ça c'est très important, ce que l'on appelle. Donc il fait mention et pas usage. Et quand Aimé Césaire dit l'ensauvagement du colonisateur, c'est non pas l'idée qu'il retourne à une nature, mais c'est véritablement l'idée qu'il se déshumanise totalement en déshumanisant l'autre. Et dans cette déshumanisation, il y a bien évidemment de la réciprocité. C'est un autre passage sur lequel je suis passé vite, mais permettez-moi voilà, c'est là. Sur la barbarie, je dis que c'est un concept polémique. Pourquoi? Parce que, vous voyez, encore la mention, chacun appelle barbarie ce qui n'est pas de son usage. Appelle. Souvent on cite cette phrase sans s'arrêter sur cet élément sémantique. Oui, je continuerai. Si je peux me permettre, d'ailleurs, Oui. sur la barbarie, ça vient du latin. Oui. Ça n'a pas du tout le même sens Non. que ce qu'on utilise. Hein. Bien Ça veut sûr. dire un étranger à la base. Hein. Oui, barbare, c'est celui qui ne parle pas grec, celui qui dit n'importe quoi. Oui, je sais bien. Mais alors, c'est un concept polémique, et surtout, Montaigne insiste sur le fait qu'elle est toujours réciproque. L'autre que je considère comme barbare me voit aussi comme barbare. Je cite, « Les barbares ne nous sont rien de plus merveilleux que nous sommes à eux, ni avec plus d'occasion. Comme chacun avouerait, si chacun savait, après s'être promené par ces nouveaux exemples, à se coucher sur les propres et les conférer sainement, c'est-à-dire revenir sur les exemples domestiques, se voir soi-même. Les barbares ne nous sont rien de plus merveilleux que nous sommes à eux. » C'est un concept réciproque, c'est pas un concept transitif. Merci. D'autres questions? Bien, écoutez, merci beaucoup de votre présence. Merci, vraiment, merci à toi. Montaigne, et c'est vérifié, et la parole appartient à moitié à celui qui l'a dit, moitié à celui qui l'écoute, et moi j'ai beaucoup appris. Merci beaucoup. Merci.